Dubois porte la double casquette d'intellectuel et d'activiste. Activiste évidemment contre le colonialisme et le capitalisme qui est lié. Activisme contre les lynchages, qui était monnaie courante à son époque, contre les discriminations en général et contre le racisme anti-noir en particulier. Et activiste pour la pleine égalité et pour la paix. Sur ce dernier point, il était d'ailleurs pour le désarmement nucléaire. Autrement dit, le renoncement à la bombe atomique. Pour mémoire, Dubois est né un 23 février 1868, donc 3 ans après la fin de la guerre civile entre le Sud et le Nord, et l'abolition de l'esclavage qui a été votée donc en 1865 aux USA. Dubois va pouvoir étudier dans les universités aux États-Unis, bon, l'université noire de Fisk, mais surtout, ce qui est beaucoup plus rare, Harvard, où il va être le premier noir à obtenir un doctorat. En l'occurrence, un doctorat en histoire sur l'abolition de l'esclavage aux USA. Et puis, il va aussi étudier en Allemagne, à l'université de Berlin et à l'université de Heidelberg, ce qui, en soi, est déjà exceptionnel, surtout à cette époque. Et d'ailleurs, c'est un intellectuel proéminent et il va faire partie de ceux qui vont façonner, structurer la discipline qu'on appelle aujourd'hui la sociologie. Au plan professionnel, il va exercer comme prof d'histoire, comme prof d'économie et de sociologie. J'ai dit que c'était à la fois un intellectuel et un activiste, et sur le plan donc du militantisme, je veux signaler 3 volets qui me semblent très importants. D'abord, il va jouer un rôle clé dans l'organisation des congrès panafricains, et ce sont ces congrès qui vont faire caisse de résonance à la revendication pour le recouvrement des indépendances. En 1900, c'est l'avocat de Trinidad, Sylvester Williams, qui organise à Londres la première conférence, on disait conférence panafricaine, et finalement, cette conférence va adopter le texte qu'avait rédigé Dubois. Dubois avait alors 32 ans, qui s'intitulait To the Nations of the World, donc une adresse aux nations du monde. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il entre pleinement dans l'histoire avec un grand H. Et il va indiquer que la démarcation de couleurs va être le défi du XXe siècle, que c'est le défi qui devra être relevé. Et c'est lors de cette conférence de 1900 que le terme panafricain est véritablement institué. D'ailleurs, Dubois va parvenir à convaincre ses collègues d'appeler les réunions futures congrès panafricains. Et désormais, il va jouer un rôle pilier, il va organiser donc le premier congrès panafricain juste après la guerre à Paris en 1919. Et les congrès vont se succéder avec des débats très très importants sur le communisme par rapport au panafricanisme, etc. Et puis le 5e congrès panafricain se tiendra juste après l'autre guerre, en 1945, avec en résolution l'objectif de la décolonisation totale du continent. Le continent africain était alors entièrement colonisé, quasiment. Il n'y avait que l'Éthiopie, Haïti pour la diaspora et le Libéria, où il y avait des Africains américains des États-Unis qui avaient effectué un retour. Et voilà, c'était les 3 États noirs indépendants à cette époque, dont les drapeaux décoraient la salle. Alors, ça, c'est un premier volet dans le militantisme, les congrès panafricains. Le second sur lequel je veux attirer l'attention, c'est qu'il va être fondateur en 1909 de la NAACP, donc organisation multiraciale, qui existe toujours, National Association, donc Association nationale for the advancement, pour l'avancement of colored people, les gens de couleur. Bon, c'est une association qui vise en fait à faire bouger la société. C'est un sociologue, à faire bouger les mentalités et le droit, et à épauler juridiquement et médiatiquement les victimes pour qu'elles parviennent à faire respecter leurs droits. Enfin,
toujours donc dans les grands volets du militantisme, il va être le rédacteur en chef et l'éditeur pendant un quart de siècle de l'organe de communication de la NAACP, qui s'appelle, c'est un magazine hebdomadaire qui s'appelle The Crisis, la crise, quoi. Il va aussi pouvoir exhorter au développement de la littérature et de l'art noir, et à la mise en valeur de la beauté, quoi, qui réside dans le noir. Ça prépare un peu non, pas un peu, ça prépare le Black is Beautiful. En 1985, s'est tenue une grande conférence à Beaubourg. À la fin de la conférence, une ovation qui a duré quelques minutes. Il y a eu un applaudissement qui a duré plus d'une minute. Et personne ne pouvait arrêter. Et les gens avaient envie de le toucher. Mais le contexte était tel qu'il fallait continuer à l'applaudir. Et ça a duré plus longtemps. Alors j'aimerais savoir comment ça s'est joué en fait la venue de Cheikh Anta Diop, parce que j'avais cru comprendre qu'il y avait une tentative en 84 pour une conférence qui ne s'est pas tenue en fait. Et sa venue s'est faite en 85, un an après. Notre démarche à l'époque, c'était de l'inviter pour cette année-là, 1984. Et toutes les dispositions étaient prises, c'est-à-dire le voyage, je crois que c'était Air Afrique à l'époque, et donc il n'y avait pas de souci. Et au dernier moment, on nous dit que le professeur n'a pas pu prendre son avion. Pour quelle raison? On nous a jamais dit exactement ce qu'il en était. Alors que cela ne tienne, on avait eu à faire intervenir quelqu'un et d'autres qui a comblé ce vide-là, mais comme on tenait absolument à en savoir davantage, et finalement on nous a dit que c'était tout simplement parce que il a raté son avion. Alors, quand il a raté son avion, mais là, ça peut arriver à tout le monde. Et donc, dans ce cas-là, il fallait repartir à zéro. Et c'est ce qui a été fait. Et il était venu. Et c'était l'unique rencontre avec le professeur Diop en France, et dans un établissement public. Et je crois que la deuxième conférence dans un établissement public, c'est ce qui s'est passé dans l'Essonne, dans l'université sud de l'Essonne. C'est à cette occasion qu'on a eu à rencontrer un certain nombre de présidents de l'université de cette époque-là, et devaient demander aussi l'autorisation au ministère de l'Éducation s'il était permis de pouvoir tenir une conférence sur le professeur Diop. Rien n'est encore gagné, parce que on a du mal donc à parler donc du professeur Diop. Je crois que Diop c'est aussi un fruit donc de l'Académie de France, des universités françaises. Donc, ce serait souhaitable qu'on puisse aussi parler de lui, et quitte à apporter la contradiction. Je me souviens d'une phrase qu'il m'avait confiée l'une des dernières fois qu'on s'était vu, avant que je ne parte faire des études de biologie à l'étranger, et il est mort derrière moi, en mon absence. Il me dit, je me suis rendu compte trop tard que ce n'est pas avec les gens de ma génération que je devais travailler, mais avec celle de mes enfants, voire de mes petits-enfants. Il n'y avait pas d'amertume dans le propos, dans le ton du propos, mais juste une certaine tristesse dans le constat d'un rendez-vous manqué. Eh bien, aujourd'hui, d'outre-tombe, depuis Tchéitou, il repose en paix parce qu'il se rend bien compte
que c'est la jeunesse africaine, du continent comme de la diaspora, qui a repris le flambeau et qui poursuit le combat que lui et ses compagnons de sa génération n'avaient fait qu'initier. Ce que je voudrais dire, c'est juste un témoignage. Moi, je n'ai pas connu Cheikh Anta Diop de son vivant. J'aurais pu le connaître en 1986. Le président du FASO à l'époque, Thomas Sankara, avait organisé une conférence pour lancer ce qu'il appelait l'Institut des peuples noirs. Ça devait avoir lieu en avril. Et la personne qui devait faire le discours d'ouverture, c'était Cheikh Anta Diop. Il avait envoyé quelqu'un qui est devenu un ami, qui était ministre de Sankara, aller le voir à Dakar. Et il avait accepté de venir. Donc ça aurait été en avril. Et en février, il est décédé. Et c'est Théophile Obenga qui est venu. Et je pense que moi, c'est à cette occasion que je me suis ouvert, enfin, que mon esprit a été ouvert à l'Égypte. On était au Burkina, j'étais en année de philosophie. Mais pour moi, l'Égypte n'était pas l'Afrique. Vous voyez d'où on vient. Voilà. Et ce que je voulais dire, que j'ai vu à Quito, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de jeunes gens de la région, des gens qui n'avaient peut-être jamais lu une ligne de Cheikh Anta Diop, et j'ai regardé la vénération qu'ils avaient pour cet homme. J'étais dans le mausolée, et j'ai vu la ferveur qui émanait de ces gens, des gens simples, et je me suis dit, ben là, ils nous donnent une leçon. Voilà. Donc, je voulais partager cette parenthèse-là. Merci beaucoup. Merci. On est en présence d'un scientifique, hein. Pour ceux qui ne le sauraient pas, qui a quand même fait sa spécialisation en chimie nucléaire et en physique nucléaire chez les Curie. Donc, ça veut dire à Paris, quoi, à l'Institut du Radium et au laboratoire, qui à l'époque était dirigé par Frédéric Joliot-Curie. Et il faut donc savoir que c'est cette compétence qui va le distinguer de tous ceux qui, avant lui, ont travaillé dans la recherche en histoire. Bonsoir à tous. Nous sommes le 7 février 2021. Il y a 35 ans exactement, jour pour jour, nous quittait Cheikh Anta Diop. Question à Fantaka, militante du mouvement international pour les réparations. Qu'est-ce que le militant panafricain, qu'est-ce que le militant du mouvement noir de libération sait ou pense de l'œuvre de Cheikh Anta Diop? Je vais répondre à la question de Boutalema, qui me demande de dire en quelques mots ce que le militant X du mouvement international pour les réparations pense de Cheikh Anta, ou sait de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Ce qui finalement revient à m'interroger sur le lien que ce militant lambda du MIR fait entre l'œuvre de Cheikh Anta et les réparations. Alors déjà, avant de commencer, oui, je confirme que les militants en lutte pour les réparations accordent généralement une importance particulière au parcours et à l'œuvre de Cheikh Anta Diop, et qu'ils considèrent que les travaux de Cheikh Anta s'inscrivent dans une démarche de réparation. Tout ce travail qu'il a fait, ce n'était pas pour avoir la fierté, de savoir que l'Afrique est le berceau de l'humanité et que voici 6 000 ans, 5 000 ans, des Noirs ont créé la civilisation la plus aboutie dans l'histoire de l'humanité à l'époque. Non, tout cela est vrai, mais le but de Cheikh Anta Diop n'était pas celui-là. Le but de Cheikh Anta Diop, c'était que cette connaissance, ce savoir dont nous avions tous été privés, puisse devenir des instruments de libération, des instruments pour l'émancipation de l'Afrique, des instruments nous permettant de construire et bâtir une autre Afrique qui ne soit plus celle
siècles de domination, des siècles d'esclavage, des siècles d'asservissement nous sont légués. Il a publié, il a fait beaucoup d'ouvrages, et certains ouvrages ont entraîné beaucoup de polémiques, mais je cite au moins 4 ou 5. Nation nègre et culture en 54, ensuite Unité culturelle de l'Afrique noire en 59, Parenté génétique de l'Égyptien pharaonique et des langues négro-africaines en 77, un dernier que je cite ici, les fondements culturels, techniques et industriels d'un futur État fédéral d'Afrique noire en 1960. Et cet ouvrage a été réédité. Le titre a été légèrement modifié. Donc, pour la réédition, il prenait donc le titre de les fondations économiques et culturelles d'un État fédéral d'Afrique noire en 74. Vous savez, la plupart, pratiquement tous ces ouvrages ont été publiés chez Présence africaine. Donc, je n'ai pas cité l'éditeur à chaque fois, mais vous pouvez donc comprendre cela. Le fait d'avoir banni les noms même de Cheikh Anta Diop des universités, non seulement de l'université française, mais de toutes les universités ici en Europe, et même là-bas en Afrique, parce que dans les colonies de France, là-bas en Afrique, dans le Sénégal, par exemple, Cheikh Anta Diop, dans les années de 1960 à 70, n'avait pas le droit d'être professeur à l'université, parce qu'il s'agissait précisément d'empêcher que les informations, les travaux, les résultats de recherche faits par Cheikh Anta Diop mettent à mal la narration qui avait été véhiculée depuis le 19e siècle. À l'époque où Cheikh Anta Diop est encore un adolescent, vous avez à disposition des ouvrages de X auteurs importants, notamment dans la communauté noire, qui au 19e siècle et au début du 20e ont écrit sur l'origine africaine noire de la civilisation égyptienne. Par exemple, on va relever qu'une personnalité majeure, comme Dubois, William Edward Begard Dubois, W.E.B. Dubois, en anglais, hein, W.E.B. Du Bois, bon, qui était né en 1868, donc après l'abolition de l'esclavage là-bas, mais il avait déjà vu ce qu'il convenait de faire, il avait déjà dégagé les axes de recherche prioritaires, et par exemple, il avait essayé d'établir le contact avec la chercheuse Lilia Somberger, la linguiste, et ça dès les années 30. À ce moment-là, je veux dire, Cheikh, c'est un enfant. Donc, il ne faut pas oublier que dans cette première moitié du XXe siècle, les intellos et tous les prêtres, pasteurs, etc., lisent encore les classiques en latin, en grec. Et donc, la situation est très différente de ce qui va devenir à partir, en gros, de la guerre. Où le prestige va glisser en Occident de la culture avec un grand C, hein, le grec-latin, quoi, aux mathématiques, études d'ingénieurs, et puis maintenant c'est carrément les grandes écoles du commerce et la finance, quoi. Bon, il est important de comprendre que dans ce temps-là d'après-guerre, en parallèle de ce déclin des humanités classiques, donc de l'accès direct au texte, le problème qui va surgir, enfin je dis problème, mais c'est plus qu'un problème pour l'Occident, c'est le bouleversement, disons, qui va se profiler, c'est la décolonisation. Et pour nous, pour les Noirs, en tout cas, 1945, c'est le congrès de Manchester, c'est le congrès panafricain de Manchester, et diaspora et continent sont réunis avec, pour le continent, les Jomo Kenyatta, les Nkrumah, etc. Et le mot d'ordre, c'est décolonisation. Bien vrai qu'on ne fabrique même pas peut-être un pistolet même à eau, mais en tout cas, le mot d'ordre, c'est décolonisation, et pourtant... en décorum du Congrès, on n'a que 3 drapeaux de pays indépendants, c'est Haïti, c'est l'Éthiopie et puis le Libéria.
Mais le mot d'ordre est là, tout le monde est d'accord, il y a les amis Garvey, enfin il y a, voilà, continent et diaspora ont un agenda clair, quoi. Il n'y a pas de confusion. Et ça, c'est une nouvelle donne majeure. Parce que tant qu'il y a colonisation et toute puissance, le pouvoir colonial dicte. Il dicte son credo aux éditeurs des ouvrages scolaires, il oriente la recherche, il définit le cadre de ce qui doit être publié et de ce qui ne doit pas l'être. Mais dès lors que ces pouvoirs coloniaux sont en perte de vitesse et commencent à être vaincus, donc on va sur la décolonisation, la recherche et les publications s'émancipent. Je rappelle que par exemple pour Cheikh Anta, Nation d'agriculture s'est publié en 54. Et là, et puis c'est l'époque des Frantz Fanon, etc. Et là, le pouvoir colonial entre dans une nouvelle ère, où il va en permanence être sur la défensive, en train de justifier, ou de tenter, quoi, de justifier ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est surexploitation et crime, hein, faut se le dire. Et c'est à ce moment que ces pouvoirs se mettent à produire frénétiquement une histoire falsifiée. Soyons clairs, hein, ceux qui à cette époque, là on est dans les années 50, vont diriger cette falsification, ils ont lu les mêmes auteurs anciens, hein, grecs et latins que Cheikh Anta et d'autres. Hein. Ils savent très bien ce que ces auteurs disent. Alors bon, revenons-en à notre centre d'intérêt. Qu'est-ce que le militant de base aujourd'hui comprend, quoi, en fait, et retire de tout ce travail fondateur de Cheikh Anta? Déjà, c'est que, primo, il retire que c'est au niveau de l'équateur, en gros en Afrique, que l'humanité semble, en l'état actuel de nos connaissances, semble être d'abord apparue, et que cette humanité était noire. Et que c'est par la suite que ces gens ont migré vers le nord. On a fait les datations, les plus anciens squelettes, bon, on a analysé ces squelettes, bon, de toute évidence, ce sont des noirs, et les plus anciens squelettes, c'est là-bas qu'on les trouve. Secondo, que la civilisation mère, si on peut dire, est parue en Nubie et a migré en Égypte. Ce que les Égyptiens disaient, hein, c'est pas, il n'y a rien de novateur, mais tout ça c'est confirmé par les fouilles, etc. Tertio, que l'essentiel du corpus scientifique et philosophique qui nous a été légué par l'Égypte, qui a été donc légué à l'humanité par l'Égypte, a été élaboré par une population noire et produite antérieurement aux invasions et au métissage avec les populations européennes et asiatiques. Et puis, en quatrième et dernier point, je pense que l'Égypte antique est africaine, quoi. Africaine, bon, dans sa localisation, évidemment, puisqu'elle est sur le continent africain, dans son peuplement, dans sa pensée, dans sa langue, dans son écriture. Quand on comprendra toutes les classifications sous-jacentes et la symbolique sous-jacente à cette écriture, on voit tout de suite, d'ailleurs, il y a des homographes avec des terminatifs derrière, on comprend même qu'on a affaire en fait à une langue atome. C'est-à-dire que, bien sûr, selon la tonalité que vous mettez, le sens diffère. Et donc elle est africaine dans sa culture, et on comprend bien que la Grèce classique la vénère parce que c'est la terre-mère des sciences, et que la plupart des Grecs qui ont laissé leur nom à la postérité ont été formés en Égypte, quoi. Les Pythagore, les Thalès, les Hippocrates pour la médecine, les Archimèdes, etc. Bref. Et ce que le militant de base sait, concernant la France maintenant, c'est qu'elle est très inquiète du fait que les Africains et descendants d'Africains qui vivent dans la diaspora, se forment de plus en plus librement en histoire, d'autant qu'avec Internet, les infos circulent, et ce que le militant de base, lui, voit et perçoit très bien, c'est que pour reprendre la main, en fait, l'État français a créé une chaire d'histoire africaine récemment, quoi, à la rentrée 2019 au Collège de France, afin en fait de se remettre à produire des doctorants qui vont être contraints de relayer le credo du maître.
aussi bien en matière scientifique, sur l'historiographie mondiale, comme sur l'histoire de l'égyptologie. C'est Cheikh Anta qui a eu raison sur ses adversaires et détracteurs, et que, comme il le disait lui-même de son vivant, le combat est quasiment gagné, est quasiment déjà gagné. De la même manière, ça c'est pour le savant, l'homme de science, de la même manière, les thèses et positions défendues par l'homme politique tout au long de sa vie, jusqu'à son dernier souffle, concernant en particulier le devenir de l'Afrique, un devenir qu'il a toujours considéré comme dépendant essentiellement, sinon exclusivement, de la volonté des peuples africains, est en train de s'imposer avec ce qu'il appelait la force propre de la vérité. Il y a un constat d'évidence qui s'impose, c'est que avec le temps, la vérité finit toujours par prévaloir sur le mensonge. Ce n'est qu'une question de temps. La rencontre du Centre Pompidou, eh bien, c'était une rencontre à l'initiative d'une association. Cette association s'appelait Association Kaléidoscope Art et Culture, dont le président s'appelait donc Ruben Billik, et je faisais office donc de secrétaire général de cette association. Donc une première invitation a été lancée, mais à Dakar donc, mais au dernier moment, son déplacement a été annulé. C'était en 84. Et il a fallu insister, et c'est comme ça que en 1985, enfin, le dossier a été réintroduit auprès du Centre Pompidou, le même établissement, qu'on appelle aussi Beaubourg. Et finalement, il a reçu donc l'agrément du ministère de la Culture, parce que le Centre Pompidou dépend du ministère de la Culture. Et il faut le dire aussi, c'est grâce à un homme qui faisait partie donc de cet établissement, M. Blaise Gauthier, responsable de Revue Parler. Finalement, l'assistance parisienne devait donc découvrir ce personnage. C'est le professeur Cheikh Anta Diop. Pour cette première et dernière conférence en France, à Paris, dans un établissement public officiel. Donc c'est la première et la dernière conférence. Donc le professeur Diop avait donc tenu ainsi. Alors donc voilà le cadre dans lequel l'ambiance dans laquelle ça s'est passé. Maintenant, je rentre dans le vif du sujet pour parler donc de cette rencontre et de ce que j'ai pu retenir de cela. Eh bien, il faut dire que avant que le professeur Diop ne parle, il a cette habitude de faire toujours une petite mise au point. C'est-à-dire, il invite le public à savoir, à connaître son état d'esprit et dans quel état d'esprit il s'exprime. Et donc, il va tout de suite dire au public de quoi il s'agit. En s'adressant donc à ce public à ce vendredi 7 juin 85, le professeur Cheikh Anta va donc énoncer d'emblée donc l'objet de cette conférence en ces termes. La causerie, lui il a présenté comme ça, la causerie de ce soir porte sur l'importance de l'Égypte dans les civilisations africaines. Mais il renchérit qu'il s'agit bien de l'ensemble des civilisations du continent africain. Et enfin, il va dire
je crois que nous devons de plus en plus nous habituer à concevoir le continent africain dans sa globalité, puisque aussi bien depuis des millénaires, ce continent, à notre insu, nous a coulé dans le même moule. Vous voyez, ne perdez jamais de vue ce point de vue unitaire de ma pensée. Alors j'ai retenu donc cela. C'est pour ça que je me permets de le répéter aujourd'hui. Dans quel esprit il s'exprime? C'est pas pour c'est tout le continent. Il parle de tout le continent. Voilà donc pour situer le décor donc de cette rencontre. Maintenant, parlons donc de cette soirée. Je découpe ça en 4 parties. C'est un résumé, une synthèse que je fais. Alors, les 4 parties, commençons d'abord par un point essentiel, c'est-à-dire quelle est l'origine de l'homme moderne, quelle est l'origine. Et du point de vue du professeur, il va d'emblée affirmer que l'homme, la présence de l'homme jusqu'à ce jour, l'homme moderne, qu'on appelle aussi Homo sapiens, quelquefois on dit Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire l'homme 2 fois sage. Eh bien, c'est sur le continent africain. Et par la suite, il a essaimé à travers les autres continents. Donc, d'emblée, il nous a dit cela. Mais cet homme, ce Homo sapiens a un prototype, c'est ce que on appelle l'Homo 1, et qui a été trouvé en Éthiopie. Homo 1 a été daté. Et le premier homme moderne, vous et moi, comme il a été dit, c'est l'équipe d'un chercheur qui s'appelait Lieke en 1967 avec son équipe, donc a pu analyser les restes donc de cet homme et l'analyse a été faite à travers des coquillages qui ont été trouvés sur les eaux. Et la datation donnait donc 130 000 ans. Donc pendant longtemps, on disait que l'Homo sapiens avait cet âge de 130 000 ans. Mais il a fallu attendre 2005 pour que une nouvelle datation avec une nouvelle méthode beaucoup plus affinée en 2005 qu'une équipe internationale en utilisant une autre méthode qu'on appelle isotopique à l'argon. Donc c'est une méthode beaucoup plus fine et on arrive aujourd'hui à dire que l'Homo sapiens est vieux de 200 000 ans, plus ou moins 500 000 ans. Et c'est pour ça que beaucoup, dans la littérature, on parle beaucoup de 195 000 ans. Alors donc, automatiquement, les gens font la déduction, donc c'est la marge. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, en posant la question à Diop, il va dire tout simplement que l'humanité a une seule origine et que ceci doit nous permettre de nous rapprocher les uns des autres au lieu de nous éloigner et de nous haïr les uns les autres. Alors, donc ceci, parce que certains vont dire, ben oui, vous ramenez tout à l'Afrique, mais le professeur Diop va répondre en disant ceci, que ceci sans aucun mérite spécial, pour la simple raison que l'humanité a pris naissance sur le continent. Mais si on perd ce point de vue aussi pour essayer d'expliquer les faits à rebours, on aboutit à l'incohérence de la théorie et on enlève aussi l'appétit.
à l'appétit intellectuel même, aux étudiants et à tous ceux qui désiraient une explication plus cohérente. Alors, donc, pour le professeur Diop, eh bien, l'homme est né en Afrique, sur ce continent. Et ce n'est pas, quand on parle de cela, ça ne veut pas dire que on veut tout simplement se glorifier de quoi que ce soit. Mais il y a eu une autre théorie qui faisait venir, qui a fait évoluer l'homme d'une autre manière, c'est ce qu'on appelle la théorie polycentrique. Donc, contrairement à ce que la thèse monogénétique, certains disent cela, que l'homme a dû évoluer, l'homme jaune, l'homme rouge, l'homme noir, etc., a eu des origines différentes des autres. Or, ce qui a triomphé, c'est la théorie monogénétique. Eh bien, je cite encore Diop pour dire quelle a été sa réaction lorsque on parle de la théorie polygénétique. Alors, il va, d'une certaine manière, s'amuser un peu de cette théorie en disant ceci, que cela ignore surtout le fait que la nature ne passe jamais deux fois par le même point dans son évolution. Il est impensable, quand on y regarde de près, que la nature ait créé 3 fois le même spécimen. La nature ne l'a jamais fait dans son évolution. La nature n'a jamais créé 2 fois la souris, 2 fois le chat ou 2 fois l'espèce humaine. La nature, au passage, crée une espèce et puis ensuite, cette espèce se différencie, évolue, s'éteint ou se développe, se fragmente, mais la nature ne revient pas en arrière pour créer 3 fois l'homme ou 2 fois l'homme. Elle a créé 1 fois l'homme en passant, elle l'a fait en Afrique, c'est tout. Vous voyez, le professeur Diop s'amuse un peu de cette théorie polycentrique. Voilà, donc, c'est le premier point que je voulais donc évoquer et échanger avec vous pour voir dans quel esprit le professeur Diop nous a amené à voir de près. Et à partir de ce moment-là, on peut dire aussi que le professeur a permis de découvrir tout un pan de l'histoire africaine à travers ses travaux. Eh bien, il a été le précurseur pour ce qui concerne l'importance de l'ancienneté de la place des Africains dans l'histoire. Donc, il a fait donc la démonstration et les éléments n'ont pas été que des affirmations comme certains pourraient le dire. Donc, il y a ce qu'on appelle la conscience historique que le professeur a toujours voulu restaurer. Alors donc, et cette conscience historique est à la base d'une fondation d'un État fédéral, d'où un de ses ouvrages qui porte ce titre-là. Donc, c'est une conscience relevant de l'unité psychologique, économique et géographique, et qui recrée notre unité même linguistique. Alors, donc, on trouve cela dans l'ouvrage, un large éventail d'explications, d'informations qui donnent à travers des fondations économiques et culturelles de l'État fédéral d'Afrique noire, dont je faisais écho tout à l'heure, publié en 1960 et réédité en 1974. Voilà donc le deuxième point qu'il fallait donc nous dire ici pour que nous puissions réfléchir là-dessus. Et je vais ajouter un autre point, c'est le problème de la conférence de Caire, le peuplement de l'Égypte ancienne et le déchiffrement de l'écriture méroïtique, c'était le titre donc de ce colloque qui avait eu lieu
au Caire du 28 janvier au 3 février 1974. Il y avait toute la sommité des égyptologues. Et parmi ceux-là, il y avait des Français, il y avait un Congolais de Brazza, il y avait un Sénégalais, donc le professeur Diop, et il y avait aussi des Égyptiens, des Soudanais, des Allemands, des Américains, des Suédois, des Canadiens, et même quelqu'un de Malte qui était là. Alors, donc, tout ceci s'est passé. Les seuls Noirs qui étaient là, c'était le professeur Diop et le professeur Théophile Obenga, et qui ont eu cette audace d'expliquer devant cette sommité donc d'égyptologie réunie au Caire. Je cite entre autres le Sonneron, Vielcouter et Leclan qui était le secrétaire perpétuel donc de l'Académie et qui est décédé depuis quelque temps. Alors donc tout cela ont témoigné, ont fini par reconnaître que le professeur Diop et le professeur Théophile Obenga avaient raison. Ainsi, voilà, ce Sonneron va dire que donner son point de vue suite donc à cette démonstration qui avait valu donc la reconnaissance. Mais donc, dans quel cadre cette rencontre avait eu lieu? C'était à l'initiative du professeur Diop. C'était au moment où l'histoire générale de l'Afrique devait être rédigée par l'UNESCO. Et le professeur Diop a demandé qu'il y ait cette rencontre pour qu'il y ait cette mise au point. Parce que la question qui se pose, c'est de ça. On parle de l'Afrique, mais il y a une partie de l'Afrique qu'on écarte, qu'on éloigne, comme si ça ne faisait pas partie du continent. Il s'agit de l'Égypte. Alors donc, il fallait y voir clair aussi. Et c'est pour cette raison que le professeur Diop voulait absolument qu'il y ait débat autour de cela. Et finalement, c'était l'opposition qui avait triomphé jusqu'à présent. Et une autre question qui se pose par rapport à cette rencontre, une synthèse a été faite, mais les documents de cette rencontre demeurent non encore accessibles. Et beaucoup de chercheurs aimeraient bien avoir accès à tout cela. Les travaux, les différents éléments donc de cette rencontre et que beaucoup attendent aujourd'hui pour pouvoir travailler là-dessus. D'ailleurs, le professeur Diop avait même voulu avoir quelques millimètres du pot pour travailler là-dessus, mais il n'a jamais il n'a jamais été satisfait. Mais ça ne l'avait pas empêché de continuer ses recherches avec les résultats que nous savons aujourd'hui. Le quatrième point que je souligne ici, c'est le fait que, je viens de le dire, l'Égypte est située où? C'est en Afrique, c'est sur le continent. Donc, la question ne se pose pas. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire que c'est un pays, c'est une région de l'Asie ou autre. La démonstration a été faite et il faut dire aussi, il y a des preuves. L'Égypte a toujours été en relation, en communication avec le reste du continent, jusqu'au la vallée du Nil, jusqu'au la région des Grands Lacs. Donc, vous voyez d'où le Nil prend naissance. C'est dans cette région des Grands Lacs. Alors, il y a un élément qu'on peut citer pour appuyer donc ce point de vue ou bien pour étayer donc cela. Il y a des documents écrits égyptiens
qui montre qu'il a toujours existé des contacts et suivis entre l'Égypte et le reste des régions africaines à ces époques lointaines. Prenons l'exemple qui remonte à moins 2370 ans. Cette fameuse lettre de Neferkari Pépi II, le pharaon de la 6e dynastie. Ce jeune qui avait écrit lorsque il y a ces 4 expéditions qui étaient envoyées pour aller chercher toutes sortes de produits pour ramener et qui sont allés loin jusque dans la région de Yam. Et Yam, c'est l'Afrique centrale, la grande forêt. Et Yam, que certains auteurs situent ça ailleurs, mais en gros, c'est cette région de l'Afrique centrale, c'est le Soudan, c'est la République centrafricaine et toute cette zone-là. Alors, donc, les caravanes qui sont parties, donc, de l'Égypte, sont parties très loin, parfois ça peut durer 8 mois ou plus. Alors, et c'est ainsi que 4 voyages ont été commandés par le grand frère de Pépi II, c'est-à-dire Mérenré, et qui avait commandé ces 4 voyages. Et le jeune Pépi II, c'est-à-dire, il était encore très jeune, il devait avoir 8 ou 10 ans, en tout cas il était très jeune, mais c'est lui qui a succédé, et c'était le pharaon. Alors il a entendu, et El-Kouf, qui était chargé de convoyer donc l'expédition. Entre-temps, les 3 premiers voyages, c'était son père, c'est le monarque de Éléphantine. Il avait convoyé les 3 premiers voyages, mais il était décédé. Et le jeune El-Kouf, qui connaissait bien le chemin, à travers les oasis et autres, le désert, et les Pygmées connaissaient très bien ces différents chemins. Alors, c'est lui qui est parti pour finir donc cette 4e expédition. Et au retour, il ramène un Pygmée avec lui. Et il envoie un message au roi. Et le roi a demandé, donc, dans son message, de le garder nuit et jour jusqu'à le ramener. Et j'aurais pu parler des Pygmées, de l'aigle des Pygmées, mais ce n'est pas le sujet, mais pour dire que cette région africaine n'était pas coupée du reste de l'Afrique. Et donc, c'était en relation permanente. Et d'ailleurs, si on regarde d'assez près, les pharaons, ceux qui ont dirigé l'Égypte, ce n'étaient pas que des hommes, mais il y avait aussi des femmes, mais qui sont originaires aussi de cette Nubie, de Soudan, etc. Alors, on va me dire, mais écoutez, mais l'Égypte, mais c'est que des blancs qui sont là. Mais ce qu'on oublie, ce n'est qu'à partir du 7e siècle de notre ère, à partir de 639, que les populations, les gens qui dirigent l'Égypte aujourd'hui, se sont installés. C'est-à-dire, les Arabes sont parvenus d'abord au nord de l'Afrique, et finalement, et c'est le bouleversement du monde aussi, et qui ont fini par prendre possession donc de l'Égypte, c'est-à-dire à partir de 639, leur conquête de cette époque-là. Et voilà pourquoi ces populations sont restées jusqu'à maintenant. Alors, majoritairement, c'est cela. Et pour finir, donc, eh bien, il va falloir donner aussi, je vais redonner la parole au professeur Diop pour qu'il dise ce qu'il entend de nous, c'est-à-dire l'héritage, ce que il attend de nous pour prendre la relève. Alors, c'est pour ça que j'ai préparé pour la fin. Et c'est ce qu'il a dit, et c'était la dernière partie de sa conférence au Centre Pompidou. C'est ce que tu l'avais dit tout à l'heure, il y a eu un applaudissement qui a duré plus d'1 minute.
et personne ne pouvait arrêter, et les gens avaient envie de le toucher, mais le contexte était tel qu'il fallait continuer à l'applaudir, et ça durait aussi longtemps. Alors, donc cette conclusion, c'est le professeur lui-même qui va la faire, et il commence d'abord par poser une question, et il répond. Alors, je vais donner tout simplement lecture, et vous verrez, il commence par se poser la question. Alors donc, quelle est l'importance, quelle est la nature de l'enjeu, quelle est l'importance de cette civilisation de l'Égypte dans les civilisations africaines? Il en parle longtemps et donne la réponse. Vous voyez bien que, aussi longtemps que la culture ou les cultures africaines ignoreront l'Égypte, ce qui est la première manifestation culturelle sur le continent, il nous sera impossible de bâtir un corps des sciences humaines. Il faudrait imaginer l'Occident coupé des sources gréco-latines, vous voyez, c'est cela l'enjeu. Il ne s'agit pas de s'inventer un passé plus ou moins glorieux comme on le croit souvent. Ceci serait futile et sans intérêt aucun. Si vous voulez entrer de nouveau en possession de votre moi culturel, si toute l'Afrique veut entrer de nouveau en son moi culturel, elle ne pourra pas éviter de renouer avec l'Égypte dans tous les domaines, autant que l'Occident a été amené à le faire à partir de la Renaissance. Qu'il s'agisse de la recherche linguistique, comme j'ai essayé de vous le dire très rapidement, dit le professeur Diop, qu'il s'agisse même pour les artistes de la recherche architecturale, de la musique, de la danse, de la religion, qu'il s'agisse de l'histoire des sciences ou bien qu'il s'agisse de la médecine dont j'aurais pu vous parler, de tous les domaines de l'activité humaine, les premières réalisations africaines nous renvoient à la vallée du Nil. Et c'est seulement en renouant avec la culture de cette vallée que nous pourrons bâtir un corps des sciences humaines. C'est donc cela l'enjeu. Il faut le comprendre, conclut le professeur Diop. Voilà, donc je voulais finir mes souvenirs de cette rencontre par cette citation, et c'est le dernier mot du professeur Diop avant qu'il n'échange directement avec le public qui était là. Voilà ce que je voulais dire par rapport donc à cette question de rencontre de son profil. Bien. Vous venez d'écouter Victor Bissengé. J'ai une première question. En fait, c'était pour savoir, tout à l'heure, Victor, tu nous disais que il y a beaucoup de chercheurs, de personnes qui souhaitent avoir des éléments de ce colloque qui s'est tenu au Caire en 1974. Et pourquoi ça bloque et comment est-ce que, quelles sont les procédures qui peuvent faciliter cela? Mais la procédure, je crois que c'est même pas aussi compliqué que ça, puisque on sait qui était l'organisateur. C'est l'UNESCO. Et l'UNESCO, c'était une institution internationale qui fait partie des départements des Nations Unies. Donc, chaque pays membre des Nations Unies est aussi propriétaire de ce patrimoine. Parce que c'est un ensemble, un groupe, et beaucoup de pays sont membres. Et le but, le rôle de l'UNESCO, c'est ça aussi. C'est s'occuper de tout ce qui est éducation, science, culture. Dubois est le premier, au début du XXe siècle, à forger et à employer le terme afrocentrique. Il le fait dans le cadre de la création d'une encyclopédie. À l'époque,
de Dubois dans l'espace anglophone. La référence, c'est clairement l'Encyclopædia Britannica, qui a été publiée pour la première fois un siècle avant sa naissance, à partir de 1768. Et ça avait été publié en tant que dictionnaire des arts et des sciences, compilé selon un nouveau plan. Donc il faut comprendre que ce type de travail, c'est une centaine de rédacteurs à plein temps et des milliers de contributeurs. C'est présenté comme scientifique, comme objectif. Bien évidemment, comme dans toute œuvre humaine, il y a une part de subjectif. Et pour toute personne qui est issue d'une autre culture, ça saute aux yeux. D'autant que cette encyclopédie est produite par l'intelligentsia d'une société qui est esclavagiste. Et une société qui, aux États-Unis, s'est fondée sur l'anéantissement des populations autochtones. Donc, avec le projet de Dubois de rédaction d'une Encyclopædia Africana, donc Encyclopædia Africana, en contrepoint de l'Encyclopædia Britannica, il s'agirait donc pour nous de combler un vide en couvrant l'expérience vécue par les populations du continent et de la diaspora, et en l'accent sur nos centres d'intérêt. Alors, Dubois n'est pas le premier à aller dans cette direction. On voit bien que l'idée de créer notre propre référentiel était déjà là. Il y avait eu la création de l'American Negro Academy en 1897, et parmi les gens qui allaient aussi dans cette direction, il y a un bibliothécaire dont il faut quand même se rappeler le nom, qui s'appelait Daniel Murray, Daniel Alexander Payne Murray, qui voulait, lui, répertorier tous les apports, toutes les créations des Noirs aux USA. Mais bien sûr que le projet de Dubois est plus vaste, puisque lui va vouloir englober le vécu et les apports des Africains à l'échelle du monde, continent et diaspora, donc au-delà des USA. Ce qui évidemment est énorme, surtout dans les conditions techniques de l'époque. C'est donc une entreprise panafricaniste dont Dubois pense qu'elle doit aboutir à la production d'une encyclopédie résolument afrocentrique, c'est comme ça qu'il le dit, c'est-à-dire afrocentrique, sans embâche, sans honte, mais, dit-il, sans toutefois manquer de prendre en compte les interactions de ces populations, de ces individus, avec le reste du monde et les autres communautés. Puisque bien évidemment, on n'est pas un isolat absolu de toute éternité. Donc il s'agit de saisir l'évolution dans le temps des relations avec d'autres, mais bien entendu en délivrant une lecture de ces relations en fonction de notre propre paradigme. Je vais expliciter. Pour quelqu'un, par exemple, qui s'autodéfinit comme conquistador, le fait de s'approprier les terres et les biens d'autrui et de réduire à rien les propriétaires, c'est positif, c'est glorieux. C'est un signe de réussite. Il est bien évident que si vous vous définissez comme porteur de l'Ubuntu, c'est-à-dire du paradigme de la charte du Mandé, où nulle vie n'est supérieure à une autre vie, pour synthétiser du paradigme qu'on dit aux Antilles, tout le monde c'est moun, ce qui était un acte glorieux dans le paradigme du conquistador, constitue dans notre paradigme non seulement un crime, mais un échec total. Parce que les actes posés révèlent l'incapacité de l'individu à activer ses sens, c'est-à-dire ses connexions par rapport au wifi cosmique, si vous voulez, pour parvenir à percevoir dans l'autre le miroir de soi-même. Or, c'est quand même tout l'objet de l'initiation africaine, d'activer certains organes, entre guillemets, qui sont en léthargie en chacun de nous, pour provoquer une ouverture du cœur et un élargissement de conscience, de sorte que l'on ressente ce que l'autre sent et qu'on parvienne à le percevoir comme un autre nous-mêmes. Et pour en revenir à Dubois, son apport là est important, parce qu'en fait, il parvient, en ce début de XXe siècle, avec un seul mot, afrocentrique,
à nous donner un instrument qui nous permet de qualifier le mouvement que les militants effectuent en permanence. Je m'explique. Depuis des siècles, des gens veulent nous dicter notre agenda, ils veulent nous dicter notre manière d'être, ils veulent nous forcer à adopter leur manière de penser. Bon, c'est le fameux processus de créolisation des captifs africains quand ils débarquent en Amérique et ailleurs. Hein. Le colon veut que l'Africain nouvellement arrivé apprenne à comprendre la vision que lui, le colon, a du monde. Il veut que cet Africain apprenne à aimer ce que lui, le colon, aime et à détester ce que lui, le colon, déteste. En d'autres termes, ce colon, autoproclamé maître, veut que l'Africain accepte que ce colon lui est supérieur, que l'Africain accepte que ce colon est aimé de Dieu et que lui ne l'est pas, et que cet Africain accepte de se soumettre à lui, le maître, parce qu'en fait, c'est ce qui plaît au maître, quoi. Donc tout ça pour dire que des forces puissantes sont à l'œuvre pour nous désaxer, nous décentrer. On voit bien que malgré l'acculturation forcée qui en résulte, il y a comme un mouvement de pendule, et en fait, on revient systématiquement spiralé autour de notre centre. C'est-à-dire que, en fait, ce centre qui est constitutif de notre personnalité est généré par notre perception du monde. Et finalement, ce projet d'encyclopédie, Encyclopædia Africana, donc de cette encyclopédie de notre expérience du monde, c'est une encyclopédie de lecture du monde partant de notre paradigme. Je ne dis pas que tout le mouvement noir de libération est homogène, mais quand même, on voit une constante. Entre la négritude de Senghor et sa civilisation de l'universel, l'Ubuntu, le Tutmonsemu, le Donsolu Kalikan, autrement dit la charte du Mandé, on voit qu'il y a une école de pensée ancestrale commune qui est vivante et qui est à l'œuvre et qui travaille le monde. Et le tronc commun de cette école de pensée ancestrale, qui est explicité en Afrique de l'Ouest, par exemple, dans le Donsoya et en Afrique centrale, au Mbongi, ce tronc commun donc de cette école de pensée se fonde sur une notion du juste, de la justice, qui est indissociable de la réparation pour résoudre les conflits. Là où, dans le monde, d'autres écoles de pensée se fondent non pas sur la réparation, mais sur la loi du talion et la vengeance. C'est-à-dire que pour d'autres écoles de pensée, pour forger la paix, c'est un équilibre de la terreur. Tu tues quelqu'un chez moi, je vais tuer quelqu'un chez toi. Et j'ai la capacité de le faire. Et historiquement, on voit bien que ça produit pas le même type de société. Quand je dis que l'école de pensée ancestrale à laquelle nous nous référons travaille le monde, donc cette école de pensée où une vie n'est pas supérieure à une autre vie, je n'exagère pas. Historiquement, les Africains de la diaspora et du continent ont énormément, je dis bien énormément, contribué à forger et à promouvoir la question des droits humains individuels et collectifs dans le droit international. La communauté noire ne s'en rend pas forcément compte. Mais quand on fait l'archéologie, si on peut dire, des textes de droit international, on voit cet apport. On sait que ça ne suffit pas. Que c'est pas parce qu'une résolution est élaborée puis adoptée aux Nations Unies ou dans des parlements régionaux, en Europe ou ailleurs, on sait très bien que c'est pas suffisant pour que le droit soit appliqué et respecté. Mais, attention, c'est déjà énorme que de parvenir à placer cette norme-là. Faut pas oublier que, pour beaucoup de nos générations à nous, on est né dans un monde où le droit c'était le colonialisme, la ségrégation aux USA et l'apartheid en Afrique australe. Autrement dit, un droit qui différenciait en fonction de votre origine, que vous soyez noir ou indigène, femme, etc.